nature traverse un désert. Ce sont deux insectes. Il y a dans ce tout petit corps un pouvoir et une intelligence qu'il nous est difficile d'imaginer. Ce cortège de fourmis se déplace à vive allure dans une forêt. Si elles avaient notre taille, leur vitesse de déplacement serait de l'ordre de 60 km/h. Pour des insectes, les fleurs ne ressemblent pas à ce que nous voyons. Le cœur de la fleur a pour eux une couleur spéciale qui les guide avec certitude vers le nectar. Les insectes ont maîtrisé l'art du camouflage. Il est difficile de différencier certains insectes d'une feuille morte. Comment une stratégie aussi subtile a-t-elle pu se développer ? Les insectes sont les habitants les plus nombreux de notre planète. Toutes espèces confondues, les insectes représentent 70% de toutes les espèces animales. La Terre est leur royaume. L'observation de ces petits animaux nous dévoile un monde. Pour la grande histoire de l'évolution, les insectes sont une espèce qui a réussi. Analysons de plus près le secret de leur succès. Voici la Terre il y a environ 300 millions d'années. La végétation s'étendait alors sur des terres émergées et des arbres immenses de plus de 10 mètres formaient une épaisse forêt. C'est dans cette forêt primitive qu'ont évolué les insectes. Ils occupaient et la terre et le ciel. Les insectes étaient les premiers êtres à voler. Le Sténodictia évoluait dans l'air à la manière des libellules d'aujourd'hui. Le Protophasma ressemblait beaucoup à nos cafards. Les insectes appartiennent au même groupe, le groupe des arthropodes, des crabes et des mille-pattes. Mais on ne connaît pas leur origine. Tandis que la forêt commençait à recouvrir la terre, eux ont commencé à se multiplier. En ce temps-là, une libellule géante régnait dans le ciel. Ses ailes avaient 70 cm d'envergure. Elle n'avait pas de prédateurs dans son espace aérien. Elle se nourrissait de petits insectes. Une grande variété d'insectes vivait dans la forêt. Curieusement, il y a déjà 300 millions d'années, l'évolution de base qui allait conduire aux insectes d'aujourd'hui s'était déjà accomplie. Tous les insectes ont deux points en commun. Ils possèdent 6 pattes et leurs corps sont recouverts d'une fine couche appelée cuticule. La plupart d'entre eux ont des ailes. Un autre de leurs traits distinctifs est cet organe très spécial, l'œil à facettes. À cette époque, nos ancêtres vertébrés, les amphibiens, faisaient leurs premiers pas sur la terre ferme. Ils avaient une colonne vertébrale qui les différenciait des insectes. C'est cette différence fondamentale qui nous a fait évoluer sur deux trajectoires différentes. Il y a 150 millions d'années, les vertébrés terrestres avaient accompli de remarquables progrès dans leur évolution. Voici le plus grand des dinosaures, le Barosaurus, 27 mètres de haut et 15 mètres de long. Le Barosaurus pouvait entretenir sa solide carcasse grâce à l'abondante nourriture qu'il trouvait sur place dans les immenses forêts.
La voie suivie par les vertébrés les a amenés à devenir de plus en plus grands. Le dinosaure, dont le règne a duré plus de 100 millions d'années, est le symbole géant de la réussite de cette évolution. De leur côté, les insectes ont choisi d'évoluer différemment. Cette libellule, fossilisée, est apparue au temps des dinosaures. Ses ailes n'ont que 13 cm d'envergure, 1/5 seulement de la taille du Méganeura. Les libellules sont restées les plus grands des insectes. Pourtant, à mesure que le temps passait, elles sont devenues de plus en plus petites. C'est leur squelette interne et leur colonne vertébrale qui ont permis aux animaux vertébrés d'évoluer dans la direction qui allait conduire à l'homme. En grandissant, la colonne vertébrale a gagné suffisamment de force pour supporter la taille du corps. Les insectes n'ont pas de charpente interne comparable. Leur corps est supporté de l'extérieur par une carapace. Que se passerait-il si ce scarabée grossissait pour atteindre la taille des vertébrés? Eh bien, l'intérieur de son corps s'alourdirait, sa fine cuticule se briserait et il s'écroulerait. Maintenant, renforçons la carapace extérieure pour supporter ce poids. La carapace devrait être si épaisse qu'il ne lui resterait plus assez d'espace pour les muscles et les autres organes. Cette structure contenue dans une carapace extérieure n'est pas faite pour atteindre de telles proportions. En restant petits, les insectes ont su tirer parti de leur structure naturelle. Des organes de petite taille se répartissent de façon très particulière dans le corps des insectes. Le cerveau des insectes, par exemple, possède 1 million de neurones de moins que les mammifères. Mais d'une certaine manière, ils disposent d'un petit cerveau dans chaque segment de leur corps, ce qui leur permet de réagir très vite à toute information qui leur vient de l'extérieur. Ils disposent aussi d'un système unique de production d'énergie. Un infini maillage argenté parcourt le corps de l'insecte et lui assure directement l'approvisionnement en oxygène partout où cela est nécessaire. Dans notre corps, c'est le sang qui transporte l'oxygène vers nos tissus. Ce mécanisme exige une véritable pompe, le cœur, et une grande quantité d'énergie est consommée à cet effet. Ce long conduit est le cœur d'un insecte. Le sang rouge qu'il propulse ne transporte ici que des éléments nutritifs et non pas de l'oxygène. Il n'est pas nécessaire à ce cœur de battre régulièrement pour bien fonctionner. Les insectes possèdent un autre moyen pour transporter instantanément l'oxygène dans tout leur corps et produire l'énergie nécessaire pour se mouvoir. Ce mécanisme unique n'est possible que parce que leur taille est suffisamment réduite. L'œil à facettes des insectes est un organe d'une structure très particulière. Cet œil à facettes est composé de minuscules lentilles ingénieusement assemblées. Chacune de ces formes hexagonales est la lentille d'un œil individuel appelé omatidie. Comme on peut le voir sur cette coupe, la surface de l'œil à facettes est particulièrement fine. Chaque lentille est un œil indépendant. 2000 lentilles assemblées n'occupent qu'un minuscule millimètre carré. Pour simuler la vue des insectes, un œil à facettes artificiel a été réalisé à partir de 2000 lentilles. Plaçons cet œil à facettes devant un objectif et voyons le résultat.
L'image n'est peut-être pas aussi nette que dans notre vision, mais elle permet de distinguer le contour des fleurs. Le champ de vision des libellules est assuré par des yeux qui comptent jusqu'à 25 000 lentilles et couvrent la majeure partie de leur tête. Cet appareillage, d'une grande sophistication, n'est possible que si l'œil à facettes est fin et léger. Tandis que les dinosaures s'éteignaient lentement, de nombreuses espèces de fleurs se sont mises à pousser. Ces fleurs avaient trouvé le moyen de séduire les insectes dans le but de les utiliser pour transporter leur pollen. Elles ont commencé à se doter de signaux spécifiques pour indiquer à l'insecte où se trouvait leur nectar et le chemin pour y parvenir. Les insectes ont la capacité de percevoir l'ultraviolet, invisible à l'œil humain. Cette caméra, conçue spécialement pour l'expérience, nous permet de voir les couleurs comme les insectes. Ils ne voient pas comme nous. Seul le centre de la fleur apparaît en vert. C'est précisément le signal que les fleurs adressent aux insectes pour leur dire de loin où se trouve le nectar et le pollen. En même temps que les espèces de fleurs se multipliaient, les espèces d'insectes se diversifiaient. À la fin du règne des dinosaures, on pense que les espèces d'insectes avaient atteint à peu près leur nombre actuel. Leur évolution parfaitement contrôlée était sur le point de s'achever. Voici un charançon de moins d'1 centimètre de long. Sa longue trompe qui aspire le nectar ressemble à une trompe d'éléphant en miniature. À l'échelle de l'insecte, le petit pétale sur lequel il évolue représente pour lui une immense étendue. On a répertorié 60 000 espèces de charançons. Les charançons changent légèrement de taille et de forme, suivant ce qu'ils mangent et le lieu où ils vivent. Certains se nourrissent de boutons qui bourgeonnent ou de fruits. D'autres consomment les feuilles tombées au pied des arbres. Chaque espèce de charançon vit dans un monde particulier, parfois à proximité d'autres espèces. Dans la forêt tropicale, on estime que 300 espèces différentes de charançons se partagent le même arbre. En devenant plus petits, les insectes se sont subtilement adaptés aux singularités de leur environnement immédiat. Ils ont créé différents habitats et ont pu ainsi diversifier leurs espèces. Quand tous les dinosaures ont disparu, il y a de cela 50 millions d'années, un nouvel âge s'est ouvert pour les autres animaux. Nous sommes à Messel, dans la banlieue de Francfort-sur-Main, en Allemagne. Ici, se trouvait un lac au milieu d'une forêt. De temps à autre, un gaz volcanique extrêmement toxique s'échappait du lac. Les animaux qui avaient le malheur de respirer ce gaz en mouraient. Ils s'enfonçaient dans la vase où le temps les a merveilleusement conservés. Ce fossile de scarabée brille d'un beau bleu métallique. C'est un ancêtre lointain de notre scarabée. Celui-là est un scarabée diamant. Sa carapace nous restitue sa couleur originelle des millions d'années après sa mort. Ce lucane, ou cerf-volant, nous vient de la nuit des temps.
400 espèces d'insectes ont été découvertes dans la fosse à bitume de Messel. À côté de ces insectes, on a dégagé dans le même lieu un grand nombre de fossiles de mammifères. Cela prouve qu'après les dinosaures, les mammifères se sont multipliés en nombre et en espèces. Ici, nous pouvons distinguer la forme sombre d'un crâne. C'est la tête d'une chauve-souris, le mammifère le plus présent sur ce site. On pense que les chauves-souris volaient au-dessus du lac quand elles ont été foudroyées par le gaz toxique. Tout s'est passé si vite que les restes de leur dernier repas n'ont pu être digérés et que leur nourriture est restée dans leur estomac. Cet œil à facettes a été trouvé dans un estomac de chauve-souris fossilisée. Elle se nourrissait donc d'insectes. Des écailles de papillons de nuit ont également été retrouvées. Ces écailles représentent jusqu'à 70% de ce que contenait l'intestin des chauves-souris de Messel. Les papillons de nuit constituaient donc l'essentiel de leur nourriture. On pense que l'activité nocturne de ces papillons leur a permis d'échapper aux oiseaux, qui sont leurs prédateurs diurnes. Le nombre d'espèces de papillons de nuit est aujourd'hui évalué à 200 000 à travers le monde. Ce sont les plus prolifiques des insectes nocturnes. Les chauves-souris chassent la nuit depuis 50 millions d'années. Avant de partir à la recherche des papillons de nuit, qui sont leur proie favorite, les chauves-souris se réfugient pendant la journée dans des cavernes ou des lieux sombres. Dès la tombée du jour, elles déploient leurs ailes pour partir en quête de nourriture. Les chauves-souris se dirigent dans le noir à l'aide d'ultrasons que l'homme ne peut pas déceler. Un micro spécialement conçu nous permet de détecter l'ultrason émis par la chauve-souris dans la nuit. À défaut de voir correctement, les chauves-souris se sont équipées d'un radar à ultrasons. Elles détectent ainsi, dans la nuit de la forêt, les obstacles qu'elles évitent et les proies qu'elles recherchent. Ce nez très particulier ressemble à une antenne parabolique. C'est de là que sont émis les ultrasons. Les chauves-souris ont également de grandes oreilles qui peuvent atteindre la moitié de la taille de leur tête. À l'intérieur de ces oreilles se trouve un organe en forme d'escargot. C'est un outil très sensible, capable de détecter les échos les plus faibles des ultrasons. Une grande quantité d'informations captées par les oreilles sont réunies dans le cerveau. Un traitement sophistiqué de l'information fournit à la chauve-souris une connaissance détaillée du monde environnant, comme si elle voyait. Les chauves-souris produisent plusieurs types d'ultrasons pour chasser les papillons de nuit. D'abord, cette chauve-souris émet l'ultrason dans une fréquence recherche, qui lui permet de détecter le papillon dans la nuit noire. Quand la proie a été localisée, la chauve-souris change de mode pour se mettre sur la fréquence track. Elle analyse la position exacte, la forme, la direction, la vitesse de sa proie avant de fondre sur elle. C'est un chef-d'œuvre de précision. Face à un tel dispositif, les papillons de nuit ont-ils les moyens de se défendre ? Le docteur James Fullard de l'Université de Toronto
étudie les mécanismes auditifs des papillons de nuit. Il a découvert que ces derniers ont développé un organe particulier qui leur permet de contrer les attaques. Un petit trou est visible sous les ailes du papillon de nuit. Dans cet orifice se trouve la membrane tympanique. Derrière la membrane tympanique, il y a deux cellules qui captent les ultrasons de la chauve-souris. Comment un dispositif aussi simple peut-il déjouer les attaques sophistiquées des chauves-souris? Voyons comment un papillon de nuit réagit aux ultrasons émis par la chauve-souris. Les ultrasons produits sont ceux qui correspondent au mode track. Ils sont donc émis à l'instant où la chauve-souris a décidé de fondre sur sa proie. Au moment où l'ultrason a été émis, le papillon de nuit volait vigoureusement. Soudain, son vol change d'allure. Cette expérience nous prouve qu'avec ces deux cellules auditives, le papillon de nuit reconnaît l'ultrason de la chauve-souris en mode track. Lorsque celle-ci amorce son mouvement d'approche, le papillon peut s'éloigner très vite pour tromper les prévisions du radar de l'attaquant. Ce n'est pas parce que le papillon de nuit a un système nerveux plus rudimentaire et voit le monde de manière moins détaillée qu'il n'est pas apte à survivre. Il existe depuis plus longtemps que la chauve-souris et a survécu à son arrivée. Maintenant, le fait que les papillons de nuit s'autodéfendent au moyen de seulement deux cellules est à mon avis très insultant pour la chauve-souris. Il n'a pas eu besoin de développer un énorme système nerveux. Il a été capable d'évoluer de façon très profitable en utilisant une base nerveuse très limitée. Maintenant, voyons dans le détail ce qui se produit quand un papillon en train de voler capte le même ultrason que celui de la chauve-souris en mode track. À l'instant où il perçoit l'ultrason, il donne l'impression de tomber au sol. L'analyse détaillée de cette image témoin révèle que le papillon fait demi-tour avant de plonger. Ainsi, c'est à la toute dernière seconde qu'il échappe à l'attaque de la chauve-souris. La chauve-souris s'approche du papillon de nuit. Elle est à 1 mètre, prête à saisir sa proie. Mais soudain, le papillon disparaît du radar de la chauve-souris. Dans la nuit, un duel éclair oppose deux systèmes utilisant les ultrasons. Les insectes ont très bien survécu en utilisant la plus simple des stratégies d'information. Les papillons à queue d'hirondelle, qui vivent principalement sous les tropiques, en Asie, ont eux aussi acquis une stratégie de survie très simple. Si l'on regarde très attentivement, on peut voir que la chrysalide d'un papillon se cache dans un arbre. Elle s'est d'elle-même colorée d'un vert semblable aux branches qui l'environnent. Cette autre chrysalide, pourtant de la même espèce, n'est pas verte mais brune. Elle a adopté cette couleur pour se fondre à la branche afin de tromper les oiseaux qui sont ses prédateurs. Quel est le signal qui détermine la couleur de la chrysalide? Le docteur Honda de l'université de Hiroshima pense que la clé de ce mystère se trouve dans la surface lisse de la branche. Il a préparé 2 câbles. L'un est vert et rugueux, l'autre brun et lisse. C'est l'exact contraire de ce que l'on trouve dans la nature. Que se passe-t-il quand la chenille devient une chrysalide sur l'un ou l'autre de ces 2 câbles?
Les chenilles ne voient pratiquement pas, mais en avançant, elles ressentent au toucher la texture du câble. Quelques jours plus tard, les chrysalides placées sur le câble rugueux deviennent brunes et celles du câble lisse sont vertes. Les couleurs de leurs chrysalides sont déterminées non pas par la couleur, mais par le toucher du câble. Les chenilles et chrysalides d'insectes, à la vue très limitée, ont un comportement basé sur des informations elles-mêmes limitées. Dans la nature, la surface lisse signifie qu'il s'agit d'une branche verte et une surface rugueuse indique une écorce brune. Ce système de corrélation très simple, établi par les chenilles, est l'essence même de la survie. Certains insectes imitent ainsi les nuances les plus délicates des feuilles. Cette technique de camouflage reste un mystère. Il est possible qu'elle ait été acquise à partir de simples informations sur l'environnement. Ce grand arbre s'élève dans un bois de la banlieue de Tokyo. Dans une petite crevasse de son tronc, nous pouvons observer une des sociétés d'insectes les plus sophistiquées. Il s'agit de l'abeille japonaise. On dit que son degré de sociabilité est le plus avancé parmi toutes les espèces d'abeilles. Dans cette colonie, installée au creux de l'arbre, 10 000 abeilles composent une société. Cette société est structurée par une rigoureuse division du travail. Creuser, construire les alvéoles, entreposer le miel, chacune accomplit sa tâche. La colonie n'a pas de chef. Aucun individu ne contrôle les autres. Chaque abeille semble bouger et agir à sa guise. Pourtant, elle est toujours en phase avec le groupe et tous ses gestes participent à un ensemble bien organisé. Comment l'ordre est-il maintenu dans cette société ? Les abeilles japonaises travaillent très activement, mais pacifiquement dans des forêts tranquilles. Il arrive pourtant que l'atmosphère change et que la ruche devienne l'arène de fiévreuses batailles. Voici l'agresseur. Une guêpe essaye d'attaquer les abeilles japonaises qui volent autour et à l'intérieur de la ruche. Lorsque les abeilles entendent les battements d'ailes de la guêpe, elles secouent leur corps et font vibrer leurs ailes pour émettre un bruit qui effraie l'ennemi. Alors, la guêpe réagit en se posant pour faire cesser la vibration de ses propres ailes. Puis, elle se dirige sur ses pattes vers l'entrée de la ruche. Les abeilles japonaises sont courageuses. Elles se dirigent vers la guêpe qui est bien plus grosse qu'elles. Elles sont si nombreuses qu'elles finissent par recouvrir la guêpe. Muni d'un appareil optique sensible à la température, on peut constater que l'essaim d'abeilles agressé par la guêpe devient de plus en plus chaud. Les abeilles produisent de la chaleur en faisant vibrer les muscles de leurs ailes.
octobre, les guêpes meurent à une température de 45 degrés. Les abeilles pourraient produire encore plus de chaleur, mais ne dépassent pas les 45 degrés. À partir de 48 degrés, elles seraient elles-mêmes tuées par la chaleur. Elles contrôlent donc la température avec précision pour ne tuer que la guêpe. Cette technique de défense collective est admirable. L'organisation l'emporte sur la force. À l'intérieur de la ruche, la colonie tout entière peut orchestrer ses bruits. Chaque abeille fait vibrer ses ailes une seule fois. Mais comme ces vibrations sont coordonnées, le son qui en résulte prend assez d'ampleur pour être perçu par l'ennemi comme une menace. Quel système de communication relie les abeilles pour coordonner ces comportements ? Le professeur Masumi Sasaki, de l'université Tamagawa, étudie la façon dont une abeille informe les autres du lieu où elle a découvert du pollen et du nectar. Le professeur Masumi Sasaki a d'abord placé une réserve de nourriture artificielle à 100 mètres de la colonie d'abeilles. Une petite quantité de solution sucrée peut être aspirée depuis le rebord de cette mangeoire. La première abeille japonaise qui visite la mangeoire est marquée de bleu. Observons comment elle se comporte quand elle revient à la ruche. À son retour, l'abeille marquée de bleu commence à tourner dans tous les sens, comme si elle dansait. À y regarder de plus près, nous voyons que d'autres abeilles entrent dans la danse. Celles qui participent à ce ballet sont marquées en orange. Bientôt, les abeilles marquées en orange quittent la colonie les unes après les autres. Elles sortent de la ruche et se dirigent immédiatement vers la mangeoire artificielle. Tout porte à croire que la localisation de la mangeoire a été communiquée par les abeilles marquées de bleu. On pense qu'elles communiquent entre elles en utilisant le son produit par les vibrations de leurs ailes. Quel type d'informations les abeilles japonaises se transmettent-elles en faisant vibrer leurs ailes ? L'équipe du professeur Sasaki a analysé dans son laboratoire les sons enregistrés dans la ruche. Pendant leur danse accompagnée de vibrations d'ailes, les abeilles produisent généralement un son très précis.
on a découvert que ce son indique la distance entre la ruche et la mangeoire. Les abeilles qui reçoivent l'information de l'une d'entre elles projettent leurs antennes au-dessus de la danseuse, comme ceci. Elles reconnaissent le son vibratoire au niveau de leurs antennes par le biais de la résonance. Puis elles s'envolent vers les fleurs. C'est ce que nous pensons. Pour changer, nous disposons la mangeoire à 50 cm de la colonie, ou à 1 km. À leur retour, les abeilles se lanceront dans une nouvelle danse frétillante. Nous avons découvert que si elles dansaient pendant 1 seconde, cela signifiait que la source de nourriture se trouvait à environ 670 mètres de l'essaim. C'est ce qu'elles communiquent aux autres. Si l'on observe cette danse de plus près, on voit que l'abeille est orientée dans la même direction lorsqu'elle frétille et émet son message sonore. L'abeille indique ainsi la direction de la source de nourriture. Le cap à suivre est donné par l'angle qu'il forme avec la position du soleil à l'instant de la danse. La ruche se trouve à la verticale du sol. Les abeilles dansent comme si elles escaladaient un mur. La direction de leur danse, avec la verticale, forme un certain angle. En déplaçant la verticale vers la position du soleil, l'angle obtenu semble donner la direction de la source de nourriture. Tôt le matin, lorsque les fleurs commencent à s'ouvrir, à l'intérieur de l'arbre, la colonie s'active énormément. Dans le creux sombre, les abeilles commencent à danser. Tandis que les abeilles les plus matinales reviennent de leur exploration et dansent, une nouvelle vague s'envole de la ruche après avoir reçu les informations. Ainsi, se multiplie méthodiquement le nombre des abeilles qui se dirigent vers les fleurs. C'est une société où personne ne commande l'autre. L'harmonisation du comportement collectif des abeilles est une merveille. Elle est le fruit très subtil d'une multitude d'interactions simples entre les sons et les odeurs générées par chaque abeille. Mais d'autres insectes ont opté pour une stratégie de communication encore plus simple. Voici une fourmi qui a été fossilisée dans cette belle pièce d'ambre il y a 20 millions d'années. Quand le temps s'est arrêté pour elle, elle était en train de transporter ses larves. Dans ce morceau d'ambre de 5 cm², on trouve une colonie de fourmis de 2000 individus. Parmi tous les insectes, les fourmis ont choisi la plus simple des stratégies. À la différence des abeilles, elles n'ont pas d'ailes et leur vue s'est détériorée. Pourtant, elles ont établi une société encore plus organisée et sophistiquée que celle des abeilles. Le professeur Jean-Louis de Neubourg, de l'Université libre de Bruxelles, élève des fourmis dans son laboratoire pour comprendre leur système de communication. Les fourmis ont tendance à rassembler des objets éparpillés dans des endroits particuliers. Le professeur de Neubourg les a méthodiquement observés pour analyser les principes qui commandent ce comportement.
La théorie qu'il a élaborée à partir de ses observations est étonnamment simple. Le professeur de Neubourg a testé ses résultats sur des robots ressemblant à des fourmis. Ces robots sont très rudimentaires et leur comportement repose seulement sur 2 règles. Si un objet se trouve devant le robot, il doit s'en emparer et le transporter au hasard. Si le robot se retrouve devant un autre objet, alors qu'il transporte toujours le premier, il doit le déposer à cet endroit. Aucun autre programme ne commande l'activité de ces robots fourmis. Voyons ce qui se produit avec 5 de ces robots fourmis. Chaque robot fonctionne de son côté, mais finalement, de façon assez surprenante, les objets se regroupent dans quelques lieux de rassemblement, comme si des instructions avaient coordonné les comportements. Il est clair qu'ils n'ont pas de quartier général, pas de système centralisé, comme nous en connaissons dans les groupes humains. Mais l'auto-organisation nous apprend que les règles nécessaires pour obtenir une réponse aussi globale sont généralement beaucoup plus simples et ne doivent pas être aussi complexes que les spécialistes des insectes sociaux le croient généralement. Dans les eaux du canal de Panama se trouve un petit morceau de forêt vierge tropicale, l'île de Barro Colorado. Le professeur de Neubourg observe sur cette île un énorme regroupement de fourmis. Ce sont les fourmis processionnaires, découpeuses de feuilles. Elles forment une très longue file pour transporter des petits morceaux de feuilles jusqu'à leur fourmilière. Ces minuscules fourmis font preuve d'une efficacité redoutable. Les chercheurs se demandent si, là aussi, le secret de la réussite ne réside pas dans des règles simples. Les fourmis découpeuses de feuilles sortent chaque jour de leur colonie pour aller découper les feuilles des arbres de la forêt. Elles utilisent leurs longues pattes comme des compas pour déterminer la dimension des morceaux qu'elles découperont avec leurs mandibules affûtées comme des ciseaux. Ce collectage de feuilles se poursuit de jour comme de nuit. La quantité totale de feuilles découpées durant une année est estimée à près d'1 tonne. Les fourmis transportent des morceaux de feuilles bien plus grandes qu'elles, et parfois leur colonne s'étire sur une centaine de mètres. Une feuille morte atterrit par hasard sur la route de la colonne. Aussitôt, de façon surprenante, arrive une fourmi qui commence à dégager l'obstacle. La route est ainsi sans cesse nettoyée de tout détritus ou obstacle. Les fourmis découpeuses de feuilles vivent dans une énorme colonie d'environ 5 millions d'individus. Rentrons dans leur fourmilière avec elles et observons ce qui se passe à l'intérieur. Ce que nous voyons est étonnant.
Des fourmis plus petites attendent à l'intérieur. Les feuilles sont transmises à ces fourmis qui les découpent en morceaux encore plus petits. Puis, les fourmis les collent sur les murs. Sur ces murs couverts de feuilles, on découvre une matière cotonneuse. Ce sont des champignons. Les fourmis découpeuses de feuilles cultivent leurs propres champignons sur les feuilles avant de les récolter. Elles pratiquent ce que nous appelons l'agriculture. Les fourmis avaient découvert l'agriculture bien avant les êtres humains. Je ne sais pas pourquoi ces insectes me stimulent autant. Je crois que cela ressemble un peu à une autre planète. Nous vivons dans un système humain et en général, nous faisons beaucoup référence à un système centralisé, à des projets, à des cellules de réflexion, etc. Et j'ai devant moi quelque chose qui est plus fort, plus original qu'aucun livre de science-fiction que j'ai lu dans ma vie. La merveille d'organisation inventée par les fourmis processionnaires dépasse notre imagination. La journée commence dans la forêt. Les fourmis progressent sur des branches les unes derrière les autres. Elles transportent les feuilles usagées, abandonnées après la récolte des champignons. Ces feuilles usagées sont abandonnées dans un endroit particulier. Les déchets forment maintenant un gros monticule. Les fourmis avaient déjà prévu un site spécial à cet effet. L'importante masse de feuilles usagées retournera finalement à la terre pour fournir un riche terreau nécessaire à la croissance des arbres. Les fourmis ont perdu leurs ailes, une partie de leur vue, mais elles ont mis au point la plus simple des stratégies d'existence. Elles ont ainsi créé une société très différente de celle des hommes. Le professeur de Neubourg pense que tout cet édifice repose sur des règles simples. Les êtres humains qui ont créé une civilisation hautement sophistiquée grâce à leur stratégie de communication complexe rassemblent toutes les informations possibles, élaborent des projets et anticipent sur le futur. Mais aujourd'hui, les technologies de la robotique et de l'informatique réalisent qu'elles ont encore beaucoup à apprendre des insectes. Contraints par leur anatomie à rester petits, les insectes ont adopté des stratégies simples et efficaces. Ils ont aiguisé leurs sens et ont inventé un système de communication qui leur a permis de se multiplier. Cette formidable stratégie de communication a été inventée par les insectes il y a 300 millions d'années. Il faut se pencher sur l'univers des insectes. Ils nous apprennent une chose: plus on reste simple, mieux c'est.